J'arrive en pays Ifugao avec la pluie. Le temps est instable au centre de Luzon, l'île principale des Philippines. Typhons, inondations, éruptions volcaniques s'y succèdent chaque année. La pluie lave les yeux. Elle donne un autre regard. Sculpteur de montagne, le peuple Ifugao a façonné le paysage il y a 2000 ans pour cultiver le riz et le faire jongler avec les nuages. Je vais à Cambulo, un petit village de riziculteurs, où j'espère pouvoir entendre le oud-oud, le chant épique qui raconte de bouche à oreille l'histoire des Ifugao et de leurs montagnes. Je me rends aux sources de ce pays, avant la colonisation espagnole. Mais peut-être est-ce simplement le désir de voir des choses traditionnelles. Les habitants de Cambulo acceptent de faire pour moi une représentation, dans les conditions habituelles des mariages et des fêtes qui rythment la riziculture. Le spectacle va mélanger le oud-oud, des danses traditionnelles et un peu de vin-de-riz. Panging ingaon takop mayam antogat balon apuro to kaati Il s'agit d'une histoire d'amour entre un homme et une femme. Qu'il y ait de l'amour ou pas, il y a toujours des conflits entre la fatalité et la destinée pour les rapprocher. Le récit est en longueur, parce qu'on s'exprime par des voies détournées pour arriver au fait de ce qu'on veut réellement dire. C'est ça le oud-oud. Ce n'est pas un discours direct, c'est un poème. Depuis les montagnes Ifugao, je vais traverser Luzon jusqu'au sud-est de l'île. Je prendrai un bateau pour passer sur l'île de Masbate et de là un ferry pour me rendre sur l'île de Cebu. Puis je volerai jusqu'à l'île de Palawan, qu'on surnomme le dernier paradis. Manille, 14 millions d'habitants. Centre du pouvoir aux Philippines. Je m'interroge sur les conditions de vie de ce pays. C'est son paysage humain qui m'intéresse. Je croise en ville une manifestation gay.
Il serait 600 000 membres dans le parti Ladlad qui a présenté un candidat transsexuel aux dernières élections générales. Un paradoxe dans un pays ultra-catholique où l'homosexualité comme l'usage de contraceptifs est frappé d'excommunication. Jesus can change you. Maraming mga tao, I know many persons who think homosexual. They can be saved, they can be changed by the blood of Jesus Christ. Nous continuons à subir la discrimination de façon quotidienne. Vous savez, on s'aime en privé, mais en fait, dans la société et avec le gouvernement, les gays sont mal considérés dans notre pays. Alors, on est fiers de se battre pour nos droits et pour être entendus. Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagtititig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Taon-taon, pipili ka ng isang kasalanan na hindi mo gagawin. Hindi mo gagawin. Pagtawag sa iyo ng Panginoon, langit ka na. Amen? Bonjour, je t'ai vu hier à la Gay Pride. Qu'est-ce que tu fais là, près de l'église? Carlos Celdran est un activiste social. Il y a 3 mois, il est entré dans la cathédrale et a brandi devant un parterre d'évêques un panneau favorable au planning familial. Après avoir été emprisonné 24 heures, il est sous le coup d'une procédure judiciaire. Selon le code pénal, article 133 datant de l'Inquisition et encore en vigueur, il risque 6 ans de prison pour blasphème. La loi sur le planning familial est en attente au Parlement depuis 14 ans. Cette loi pourrait fournir des moyens contraceptifs gratuits pour les Philippins pauvres et l'éducation sexuelle à l'école publique. Actuellement, dans la ville de Manille, la contraception est complètement interdite par le gouvernement local. Pourquoi? Les catholiques. La ligne de séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État est très mince aux Philippines. « 90 000 femmes seraient victimes de complications chaque année à la suite d'avortements clandestins. Même le président de la République, favorable à la création d'un planning familial, est menacé d'excommunication. Historiquement, l'Église catholique a été la seule institution solide des Philippines. C'est l'Église catholique qui a colonisé les Philippines plus que l'Espagne. Parce que l'Espagne est trop loin. Et comme il n'y avait pas d'or ici, ça a été une sorte de colonie secondaire pour le roi d'Espagne. Le pays a été de fait dirigé par l'Église catholique durant 300 ans. Le taux de natalité des Philippines dépasse largement la croissance de l'économie. Et la population qui augmente est celle qui pose en fait la charge la plus lourde sur l'État. Il s'agit des pauvres parmi les pauvres. Ce sont eux qui augmentent parce qu'ils n'ont pas d'accès à un planning familial. Simplement parce que l'Église catholique interfère avec leur droit à gérer leur famille. Manille est depuis longtemps connue pour ses bidonvilles. La situation ne s'améliore pas, au contraire, et je veux en savoir plus. Carlos m'a conseillé d'aller voir à l'hôpital Fabela, qui abrite une des plus grandes maternités de la ville. Gratuite, cette maternité accueille la population pauvre. Deux lits côte à côte pour 4 femmes et 4 bébés. C'est la norme ici.
Je suis heureuse parce que... Enfin, le père du bébé voulait que je sois enceinte. Il voulait un enfant. Je lui ai donné ce bébé. Je suis heureuse, même si j'ai failli mourir en accouchant. Je suis heureuse, euphorique même si c'était douloureux, même si j'ai dû pousser et pousser. Je ferai tout pour mon enfant. Pourquoi 6 ? Oh, c'était pas vraiment voulu. Mon fils précédent a déjà 6 ans. Je suis catholique et mon mari est baptiste. Je pense que cela n'a pas d'influence sur nous. Je ne suis pas la seule à avoir 6 enfants. Peut-être est-ce un cadeau pour nous ? Nous avons fait très attention, mais ce bébé, il est arrivé. C'est mon 8e accouchement. J'ai eu 7 enfants avec mon premier mari, puis 6 jumeaux avec mon second mari. Mais ils n'ont plus de père, il est parti. Il n'y a plus qu'eux et moi. Ils n'ont plus que moi. Quand c'est un grand jour, on a plus d'une centaine d'accouchements dans la journée. Mais là, je ne suis pas sûr exactement de combien on en a. Je n'ai pas le nombre précis parce que ça change tout le temps. En 1986, la population des Philippines était de 60 millions. Aujourd'hui, elle atteint 100 millions. 40 millions d'augmentation en 20 ans, soit 2 millions par an. 34% de la population a moins de 15 ans. Surpeuplée, Manille n'a plus de place à offrir. Derrière Makati, le prestigieux quartier d'affaires de la ville, des familles vivent dans les cimetières. De la maternité, mon voyage se poursuit donc dans un cimetière. Tous les gens qui vivent ici n'ont pas de maison, pas d'endroit où aller. On habitait dans le cimetière sud avant. Elle, j'étais avec elle au cimetière sud. On a été expulsés parce que c'était interdit. Les enfants aussi, et même les vieux. Elles habitent dans la petite chapelle de l'autre côté. C'est ma meilleure amie. Voilà ma petite habitation. C'est là qu'on vit. C'est là que je vis. Enfin, j'habite ici, en ce moment, parce que j'ai nulle part où aller. Voilà. C'est comme ça. Moi et mon mari, on dort là-bas, tandis que les enfants dorment là. Pour faire la cuisine, j'ai un foyer là-bas. On utilise du bois pour faire le feu. C'est comme ça qu'on survit. On fait des petits boulots, on revient le soir à 6h30. J'ai 8 enfants. 4 d'entre eux sont déjà mariés et j'en ai 3 qui vivent encore avec moi. Moi, c'est Mirasol. J'ai 18 ans. Quand j'étais enceinte ici, j'avais un peu peur à cause des fantômes. Ça fait peur. J'ai vécu dans le cimetière sud depuis que je suis enfant. C'est là que j'ai grandi. J'y suis restée jusqu'à 48 ans. Ça fait 2 ans que je vis de ce côté du cimetière. On continue à travailler au cimetière sud, où on nettoie les tombes. On gagne environ 2 € par mois. Parfois on est payé, parfois non, c'est comme ça. Mon mari n'a pas de travail, sauf quand on nous demande d'entretenir une tombe. « 30 millions de Philippins vivraient avec moins d'€1 par jour. Je m'arrache à Manille.
Je descends dans le sud-est de Luzon, en passant par la ville de Naga et le volcan Mayon, pour rejoindre la côte à Pilar. L'avion est réservé aux gens qui ont les moyens. La plupart des Philippins prennent le jeepney ou le car, et quand il n'y en a pas, ils se débrouillent. J'emprunte le skate, un système créé par le peuple pour lui-même, en complète autogestion. Un système de transport collectiviste qui fonctionne. Le principe est simple, le skate le plus chargé a la priorité. Je me rends compte qu'à la campagne, comme en ville, il y a du monde partout. Les gens vivent ensemble, en partageant ce qui vient. En fait, la cellule sociale de base aux Philippines est le barangay, la commune, et son organisation est solidaire. C'est pas cher, parce que c'est notre unique moyen de transport. Sur les 20 communes de Milaor, la nôtre est la seule qui n'a pas d'accès à la route. Il faut changer 3 fois pour aller à la ville de Poblacion. Non, 4 fois. On part d'ici en skate, puis en jeep. Ensuite, on prend une autre jeep pour NCC et encore une autre pour Poblacion. C'est pour ça. Le skate ici, c'est notre seul moyen de transport. J'espère que quelqu'un pourra nous aider avec le financement de notre route, parce que nous avons fait une demande au chemin de fer philippin pour le train. Mais ils nous ont répondu qu'il fallait réparer les voies et qu'il n'y avait pas de budget pour ça. Ah, je ne m'attendais pas à être filmée. Je flirte avec le mont Mayon, un volcan en activité, formant un cône presque parfait, mieux que le Fujiyama, dit-on. Mais les volcans sont aussi capricieux à se dénuder qu'ils sont surprenants dans leurs éruptions. Celui-ci restera partiellement vêtu de nuages. Dimanche après-midi aux Philippines, les hommes sont aux arènes. J'en croise une sur ma route, on l'entend de loin. Les gladiateurs sont emplumés et armés de redoutables lames aiguisées comme des rasoirs. « 80 combats se succèdent dans des affrontements qui durent moins d'1 minute. Le vainqueur gagne le droit de se battre de nouveau dans l'arène, avec une cote plus élevée. Le combat de coq fait partie de notre culture qui vient des Espagnols. Maintenant, on en a fait un business. Voyez tous ces gens, c'est leur travail. Certains élèvent des coqs, d'autres les vendent et gagnent de l'argent avec. Il y en a qui ont pu mettre leurs enfants à l'école. Et d'autres qui ont pu finir l'école grâce au combat de coq. Il y a des soigneurs, ceux qui fixent les lames. Les autres sont des parieurs. On les appelle les cristaux. Ce sont des parieurs. Ils prennent les paris de différents... Ah, de tous les côtés. Voilà ce que nous avons ici. C'est très populaire parce que c'est légal.
C'est un jeu autorisé ici. Et pour moi, je considère ça comme le plus formidable des jeux. L'argent si nécessaire et si rare est chiffonné comme un papier qu'on jette. J'atteins enfin une côte des Philippines, terre de 7000 îles. Les difficultés de ce pays ont conduit une grande partie de sa population à émigrer. Bonnes, infirmières, marins, 10 millions de Philippins travaillent à l'étranger pour envoyer de l'argent chez eux. C'est le 3e pays du monde pour l'exportation de sa population, après la Chine et l'Inde. Les pêcheurs de sardines sont restés à Pilar, petit port où je vais embarquer pour passer de Luzon à l'île de Masbate. Heureux de vivre le présent. C'est sans doute ça le mode d'emploi des Philippins. Le voyage est une aventure. On part pour une chose, on en découvre une autre. J'ai rêvé des Philippines entourées de sable blanc et enveloppées de soleil. Je vois des gens, mes contemporains, mes semblables, et je regarde comment ils vivent. Ce n'est pas l'image rêvée par les guides, c'est la vraie vie. Je touche l'île de Masbate. J'emprunte le Roro, un système de transport interîle qui combine l'autocar et le ferry. Je traverse Masbate jusqu'au port de Katengan, puis j'embarque sur un ferry direction Bogo, sur l'île de Cebu. De Bogo, je rejoins la ville de Cebu City par la route. Cebu est la seconde ville du pays après Manille. C'est la première colonie espagnole aux Philippines, nommée ainsi en l'honneur de l'infant d'Espagne, fils de Charles Quint, futur Philippe II. L'évocation de la christianisation m'amène à assister à la messe de 4 heures du matin, que les fidèles suivent chaque jour durant les 9 jours qui précèdent Noël. Une drôle de messe qui mélange paternalisme et stand-up. Mama, alang mali sa akong Christmas party. Karon adlaw nga naami exchange gifts. Og mauni ang ako ang gusto. Pagtanaw sa inyo. Nakunatan na sa price. Mahal ni anak. Murag 5 naman ni kilo nga kuan. Karne. Sige na mama kay mauna akong gusto. Tanawa. Kabalo mo bilang price 795. Tapat na ako. Dili siya gusto. Ang inahan, nabalo ka ng teknik sa kabataan. Di ba? Di ba? Ang hila-hila, isuot na siya. À l'époque de la colonisation, Fernand de Magellan accomplit le premier tour du monde. Il débarque à Cebu le 5 avril 1521. 20 jours plus tard, il est tué au combat par Lapu-Lapu, un seigneur indigène. En fait, Lapu-Lapu n'avait pas d'épée. Il se battait avec des bâtons, un art guerrier qu'on a appelé l'escrima et qui vient d'être déclaré en 2010 sport national des Philippines. Oh, from here.
Les soldats espagnols et les Philippins se sont battus parce que, quand les Espagnols ont débarqué sur l'île de Mactan, le seigneur de Mactan, qui est notre héros national, l'un de nos héros nationaux, Lapu-Lapu. Vous savez, les Philippins ont le sang chaud, et quand Magellan a abordé la plage de Mactan, Lapu-Lapu l'attendait. Il n'a pas autorisé Magellan à entrer dans l'île. Surtout qu'il s'agissait de christianiser les Philippins à cette époque. Je ne suis pas certain parce que je n'étais pas né à cette époque-là. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Donc Lapu-Lapu a battu Magellan en utilisant seulement des bâtons en bois. Par exemple, il va m'attaquer comme ça. Je le contre de cette manière. S'il attrape mon bâton, je le frappe. Et après, je me dégage. S'il m'attaque de ce côté, je pars et contre-attaque en pique. Si je fais ça, je peux aussi lui donner un coup de pied, un coup de poing, un autre coup de pied. C'est un style pour le combat de rue, pas pour la compétition. Je me rends à Danao, non loin de Cebu, une petite ville connue pour sa fabrication artisanale d'armes. Une centaine d'artisans anciennement illégaux ont été regroupés dans une coopérative sous contrôle de l'État. La violence est permanente aux Philippines. Entre la lutte armée du Front National de Libération Moro musulman au sud du pays, le maquis de la Nouvelle Armée du Peuple maoïste au nord, et une pratique musclée de la démocratie par des clans qui ont gardé l'habitude de s'exprimer à coups de pistolet. Voilà comment on commence. On a un guide et un morceau d'acier. On suit le modèle pour la découpe. Vous voyez, on découpe tout autour. Ensuite, voilà le résultat. Vous voyez, celui-là est presque terminé. Et maintenant, on peut tirer avec. Les armes sont populaires ici aux Philippines. Mais la plupart sont utilisées pour commettre des crimes ou des hold-up. Et on découvre dans les journaux que les armes utilisées pour ces crimes sont illégales. Donc sans licence. Mais toutes les armes qui sortent de notre coopérative, elles, ont une licence. Dans ce pays où la criminalité est très élevée, les prisons sont surpeuplées. Et la réhabilitation des criminels est un défi social. Le centre de détention et de réhabilitation de Cebu a imaginé une réponse. Un grand spectacle chorégraphique avec plus de 1000 détenus danseurs et une représentation publique ouverte aux visiteurs tous les derniers samedis du mois. Danser en prison. Les Philippins ont peut-être inventé quelque chose qui peut révolutionner notre perception de l'univers carcéral.
Je suis extrêmement satisfait. Nous sommes tous très heureux. On ne s'attendait pas à avoir une telle exposition internationale. Non, vraiment, vraiment. Parce que pour nous, c'était juste un programme de réhabilitation par l'exercice. On l'a mis sur YouTube comme ça, simplement pour voir, et tous ceux qui l'ont vu ont été tellement surpris. Ils se demandaient si c'était de vrais détenus, de vrais prisonniers, si c'était une vraie prison. Vraiment, oui, vraiment. Est-ce que leur tenue orange était de vraies tenues de prisonniers? Et puis les gens ont commencé à venir ici et c'est devenu un énorme succès. On ne pouvait pas croire ce qui nous arrivait. Nous étions devenus célèbres. Une célébrité avec des retombées financières qui ont généré de la corruption. Momentanément interrompu pour un grand nettoyage administratif, le programme de réhabilitation a repris avec une nouvelle gestion. J'ai la chance d'entrer pour quelques heures seulement. En ce moment, ils sont très occupés à distribuer des baskets. Et c'est la gouverneure qui leur offre à tous. On m'a autorisé la visite sans aucune restriction. Il y a ici 1500 détenus, dont 60 femmes, logés à 14 par cellule. On aime danser. Personne ne nous force à le faire. Avant, je ne savais pas comment danser. Mais j'ai appris depuis 10 ans que je suis là. Je ne sais pas combien de temps il me reste à faire. Tous ici, nous attendons l'avancement de notre dossier judiciaire. C'est dur parce que nous sommes loin de nos familles. Au début, ça a été difficile, parce que pratiquement personne ici ne voulait vraiment danser. Ils ne voulaient pas. Mais après un certain temps, ils ont décidé de s'y mettre, parce que ça donne des avantages. C'est bon pour le corps, c'est un bon exercice. Je suis heureux d'entendre « Hey, je t'ai vu sur YouTube !» Alors je dis « Merci ». Voilà ce que je réponds. Pour moi, la danse est une part de ma vie dans cette prison. Ça me permet de ne pas m'ennuyer, de ne pas penser à mon dossier judiciaire et de ne pas penser à la situation de ma famille. J'essaye simplement de prendre plaisir à danser parce que la danse fait partie de moi. Je veux continuer à apprendre et rester à l'écart de ma famille pour ne pas leur créer de tort. Qui danse parmi vous? Nous trois. Et depuis combien de temps vous êtes là? Ah, elle, c'est pour meurtre. Moi, ça fait 2 ans, elle, 3 ans. Combien d'années il nous reste? Ça dépend des cas. Elle a commis un meurtre, moi je suis là pour drogue, elle aussi, et elle, c'est le jeu. Tous nos cas sont différents. Et comment est votre vie ici? Heureuse, nous sommes heureuses. Heureuse et triste. Parfois heureuse, parfois très seule. Un jour, des détenus étaient de sortie, menottés, quand il y a eu un problème avec le fourgon cellulaire, un pneu crevé. Les gens qui les ont vus n'étaient pas effrayés et ils ont dit « Ah, vous êtes les détenus danseurs ! On peut se faire prendre en photo avec vous ?» Les gens n'avaient plus peur d'eux. C'était ce que nous voulions accomplir. Faire reconnaître que ce sont des êtres humains aussi. Oui, eux aussi, ce sont des êtres humains. Ils sont emprisonnés, mais ils sont toujours humains.
Nous en sommes fiers. Je suis fier d'être leur chorégraphe et ils sont fiers d'être des danseurs. Le CPDRC met à ma disposition un fourgon pour rentrer en ville. Pour la première fois, je suis heureux de voyager dans un tel véhicule. Demain, je pars pour Palawan, qu'on appelle le dernier paradis ou la dernière frontière. De Cebu City, je rejoins l'île de Palawan, que je parcours du sud au nord jusqu'à Flower Island pour terminer mon voyage dans l'archipel des Calamianes sur l'île de Coron. Au début de mon voyage, j'ai franchi des glissements de terrain. Ici, ce sont des inondations. Des inondations qui ne seraient pas qu'un phénomène naturel. Palawan est morcelé en près de 400 concessions qui sont en cours d'attribution à des sociétés minières, gazières, pétrolières, marines et des sociétés de production de palmiers à huile. Un conflit gronde entre les autorités et la population qui refusent l'implantation d'une mine de nickel qu'ils rendent responsable des inondations. L'industrie minière peut vraiment affecter la vie des gens ici. Nous dépendons tous de l'irrigation, sans laquelle on ne peut pas cultiver le riz. Et avec les travaux de la mine, la montagne est affectée et nos rizières avec. La mine n'est pas encore ouverte, mais de nombreux forages ont déjà été faits. Et vous pouvez voir l'inondation. Pourtant, il ne pleut pas très fort. Alors qu'est-ce que ça va être quand la mine sera opérationnelle? Notre système d'irrigation est déjà endommagé. Les opérations minières auront un impact sur les rizières et même sur le sol. Cette montagne qui s'étend jusque là-bas, c'est la concession de nickel de Macro-Asia. Une concession de plus de 5000 hectares. Le mont Gantung est le lieu sacré de notre tribu. C'est là que se déroulent nos récits anciens qui sont la base de la culture de notre tribu Palawan. Le mont Gantung est aussi une source d'eau. Il est couvert de forêts humides qui régulent l'hydrographie. Il maintient le volume des rivières Maasin et Sabsaban. Et c'est très important au moment de la saison sèche, en été. Hier soir, Tissoy a été l'objet d'une menace de mort de la part du personnel de la compagnie minière. Une menace qu'il prend d'autant plus au sérieux que récemment, un journaliste de radio proche du mouvement contre la mine a été assassiné. Ce soir, il m'invite à un meeting avec des habitants qui rejettent le projet minier et qui s'organisent pour défendre leurs droits. Il y a beaucoup de violations de la loi, vraiment beaucoup. C'est comme si... Comment vous dire? En fait, ils trichent. Ils prennent des raccourcis avec la loi. Ils achètent les autorités. La loi est faite pour nous, normalement. Normalement. Mais en réalité, elle encourage les investisseurs et les sociétés. Elle se met de leur côté. Pas du côté du peuple. Pas pour les pauvres. Elle ne soutient pas les Philippins, mais les capitalistes. De retour à la ville, je me laisse guider par le taxicycle.
J'ai vu à travers les Philippines de nombreux moyens de transport originaux. Chaque province a son style. Ici, le taxicycle est carrément caréné. Il est fabriqué sur place dans de petits ateliers qui produisent 2 à 4 pièces par mois. Quand la police est venue enquêter sur Rudina Bracia parce qu'il arborait un drapeau communiste, il leur a répondu qu'il l'avait simplement mis à cause de son nom, que c'était pour le jeu de mots. Mon nom est Abracia. Ça ressemble à Russia. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le drapeau. Abracia, Russia. Et le JCA, c'est pour mes enfants. Le nom de mon fils aîné est John Kennedy. Et ma fille s'appelle Anna. Ça fait JCA. C'est pour ça que je l'ai mis. Qui donne le nom des tricycles? Comme celui-là, Tricia. Tricia, parce que c'est le nom de la fille du propriétaire du tricycle. Les autres graphiques viennent des fabricants d'équipements de course, des marques de sport. Mais Tricia existe vraiment. C'est le nom d'une personne réelle. En remontant vers le nord et le port de Taytay, je remarque de nombreux panneaux de plage à vendre. Des plages et des îles. Il y a 1700 îles à Palawan, la plupart désertes, sans nom, à vendre ou à prendre. Située à la croisée de la route des pirates et des aventuriers, Palawan reste sous l'influence d'un courant qui existe depuis des siècles entre Bornéo et le sud des Philippines et qui a produit de nombreux personnages mythiques, comme le Raja anglais James Brooke ou les héros de Joseph Conrad, tels Lord Jim. Mais les héros d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux d'hier. Arrivé il y a 30 ans de Tahiti, où il produisait des perles noires, et maintenant associé à une puissante famille philippine, Jacques Branelec règne sur son royaume îlien. Plusieurs îles éparpillées du nord au sud de Palawan, 6 fermes perlières, 1000 employés. Le premier parc mondial dédié à la perle dorée, qu'on ne trouve qu'ici. Are you okay? I'm sorry, En échange des concessions maritimes, le gouvernement, qui manque de budget, a délégué à Jacques Branelec des fonctions de garde-pêche qu'il a lui-même étendues à l'action sociale. L'accueil est inattendu. J'arrive au moment de la fête de Noël, organisée pour les habitants des îles voisines. Ce sont nos voisins les plus proches. Et donc on a développé d'excellents rapports de communauté avec eux. C'est un peu comme une famille. Bien intégré et amoureux de ce pays, Jacques Branelec veut relever le défi des réalités philippines. Ilang baboy nang matay na yon? Ilang baboy? C'est un pays magnifique avec des gens magnifiques. Il y a tout à faire et il y a de la place pour beaucoup de gens qui veulent faire. On peut résoudre
problème de la pauvreté, à partir du moment où on donne aux gens des moyens simples, on ne parle pas de gros capitaux ni rien, mais il faut rendre la qualité de la vie en province intéressante pour que les gens n'aient pas envie d'aller en ville. Et pour cette raison, il faut qu'ils trouvent d'abord une vie complète et équilibrée et surtout une bonne nutrition. Et c'est facile parce que tout pousse. Le problème avec l'augmentation de population, c'est qu'il n'y a plus assez de biodiversité originelle, comme tout a été détruit. Ils épuisent toutes les ressources d'un endroit, et puis ils se déplacent à côté, puis quand il n'y a plus rien, ou ils crèvent de faim, ou ils vont en ville trouver des boulots et vivent dans des bidonvilles. Donc il faut absolument trouver des formes de développement durable pour que les gens restent dans les îles. Alors ce qu'on a fait, c'est développer, au lieu d'imposer partout, c'est développer des projets pilotes et puis de créer une envie. Tiens, alors, les conditions économiques sont meilleures ici. Tiens, les gens vivent mieux dans cette île. Pourquoi vous ne venez pas nous faire la même chose? Donc maintenant, c'est pas nous qui imposons, c'est les gens qui viennent nous demander de faire des stages d'agriculture organique ou de formation, par exemple, à la culture des algues ou aussi aux cultures des concombres de mer qui sont très demandées en Chine et qui peuvent permettre des alternatives extrêmement intéressantes. Les projets de soutien aux populations locales, qui servent aussi de laboratoire pour établir un modèle alternatif de lutte contre la pauvreté, sont financés par les fermes perlières. J'accompagne les plongeurs à la récolte des huîtres dont les perles sont arrivées à maturité. Les casiers sont accrochés à des profondeurs de 3 à 20 mètres. Ils sont régulièrement tournés pour que les perles se développent harmonieusement. Chaque huître est l'objet de 300 manipulations sur une période de 5 ans. Sur les 700 000 perles produites chaque année dans les 6 fermes, seulement 5 à 6% sont des perles dorées de première qualité. L'extraction est un moment de révélation. La perle peut être imparfaite ou une pure merveille. Primaire, ça c'est du B. Non, c'est du C. Ça c'est du D au rejet. Ça c'est du A. Quand tu penses à l'histoire de la perle, c'est l'énergie solaire qui produit du plancton. Le plancton qui est absorbé par l'huître. L'huître qui crée son calcium, sa coquille. Et ensuite l'homme qui vient lui demander: est-ce que je peux emprunter ta coquille et ton énergie pour faire quelque chose d'encore plus beau qui aura la forme et la couleur du soleil. Et puis après 20 ans de recherche, la nature nous récompense avec un petit morceau de soleil de la couleur de l'or. La différence, c'est que le soleil, tu ne peux pas le regarder dans les yeux. Par contre, la perle, même dans le noir, dans l'obscurité, elle va te donner toujours un petit rayon de soleil. J'atteins l'île de Coronne. Le soleil éclaire cette ultime étape. Je me demandais au début de mon voyage s'il était possible de découvrir un pays sans être explorateur, ni colon, ni investisseur, mais juste un ami étranger avec son regard. J'ai observé le paysage humain tout au long de ma route. Je revois les femmes de la maternité de Fabella, les familles du cimetière de Makati, les gens d'église, les détenus danseurs, une société qui espère. Je touche maintenant un des plus beaux endroits du monde. Un lac intérieur encore protégé par ses habitants. Paysage d'eau et de roches que certains nomment paradis. Et en écho, j'entends une voix qui murmure « Tout est encore à faire ».
Quant à la dernière frontière, je la cherche toujours.